Bienvenue pour cette matinée qui célèbre deux événements, les 80 ans du CNRS, avec des cérémonies toute l'année, depuis le début janvier. Notamment, à cette occasion, le Premier ministre a annoncé la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Et puis, bien sûr, un deuxième événement, l'inauguration de l'espace découverte Utopia, que vous aurez le plaisir de voir tout à l'heure, sur une thématique de cette matinée qui est des particules au cosmos. Nous allons explorer ce thème infini avec des conférences de Ursula Bassler, ici présente, de Giovanni Lamana, nous y reviendrons, et puis nous aurons des allocutions des personnalités locales, du président de l'Université de Savoie, et un message vidéo de la ministre, qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous, mais vous verrez, un message vidéo assez dense tout à l'heure. Et puis nous terminerons sur une table ronde. Nous ne terminerons d'ailleurs pas tout à fait sur une table ronde, puisqu'il y aura un cocktail très convivial après, en même temps que nous ferons l'inauguration de l'espace Utopia. Donc une table ronde sur tout compte fait les enjeux de la recherche dans la société, son impact et les défis technologiques qui prolongera cette table ronde, les interventions d'Ursula Bassler et de Giovanni Lamana. Pour commencer, j'invite Jérôme Paré, qui représente Antoine Petit, qui est le délégué régional du CNRS Alpes, pour une allocution de bienvenue. Merci. Monsieur le préfet de la Haute-Savoie, Madame la députée de la première circonscription de la Haute-Savoie, Monsieur le vice-président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur le président du Conseil départemental de la Haute-Savoie, Monsieur le maire d'Annecy, Madame la conseillère régionale vice-présidente déléguée à l'économie et aux entreprises, Monsieur le délégué régional à la recherche et à la technologie, Madame la présidente de la communauté d'universités et d'établissements Grenoble-Alpes, chère Lise, Monsieur le président de l'université Savoie-Mont-Blanc, cher Denis, Monsieur le vice-président de l'université Grenoble-Alpes, cher Éric, Monsieur le conseiller diplomatique responsable des relations du CERN avec les organisations internationales, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le directeur du laboratoire d'Annecy de physique des particules, cher Giovanni, Mesdames et Messieurs, chers collègues. C'est un plaisir pour moi de vous voir si nombreux pour inaugurer aujourd'hui, dans le cadre des festivités organisées pour le 80e anniversaire du CNRS, cet espace découverte Utopia, nouvel outil au service de la diffusion de la culture scientifique. Je vous prie tout d'abord d'excuser Antoine Petit, PDG du CNRS, qui a finalement été retenu à Paris. Au-delà de ces quelques mots qu'il m'a chargé de vous transmettre, il est indirectement avec nous, puisqu'il examine à cette heure, avec ses directeurs scientifiques, dont Reynald Pin, directeur de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules, et Pascal Aucher, directeur scientifique référent pour les sites de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les projets remontés des laboratoires du CNRS en vue des prochains contrats de projet État-région, dont l'élaboration vient d'être lancée. Tout comme l'espace que nous inaugurerons aujourd'hui, exemple particulièrement réussi d'un partenariat conclu autour d'une convergence d'intérêts entre l'État, ses établissements publics, la région et les collectivités du territoire, mais avec une ambition plus large. Ces projets ont vocation à structurer et renforcer l'excellence scientifique des différents sites de la région. Mais revenons à ce qui nous rassemble aujourd'hui. Dans quelques semaines, le 19 octobre très précisément, le CNRS fêtera son 80e anniversaire. Depuis le début de l'année, nous célébrons dans l'Hexagone et à l'étranger les valeurs qui sont au fondement de notre institution. La liberté de la recherche, l'avancée des connaissances, le travail en équipe, l'excellence scientifique, l'innovation et le transfert, le progrès social, la diffusion de la culture scientifique comme antidote aux contre-vérités et à l'obscurantisme. Cet anniversaire est une opportunité de s'adresser à tous les publics, aux citoyens, dont nous sommes redevables des efforts consentis pour le financement de la recherche, au personnel qui travaille dans les laboratoires et dans les délégations, chercheuses et chercheurs, ingénieurs et techniciens, qui contribuent de façon exemplaire à repousser les limites de la connaissance, à nos partenaires, académiques ou industriels, en France ou à l'étranger, avec qui nous partageons la recherche au quotidien, au monde de l'éducation, enseignants et élèves, envers lesquels les scientifiques ont un devoir d'attention,
Aux décideurs politiques, enfin, à qui il incombe de défendre la place et le rang de la recherche publique en connaissance de cause. Depuis 80 ans, la science a formidablement transformé nos vies. Les attentes qu'elle suscite restent immenses, le CNRS en est conscient. Nos connaissances bâtissent de nouveaux mondes. Ce slogan accompagne nos célébrations tout au long de l'année. Il n'est pas vain, car depuis sa création, le CNRS a accompagné les grandes mutations de la société et continuera de le faire. L'inauguration de cet espace découverte Utopia a fait partie des premiers projets que nous avons labellisés dans le cadre de ces célébrations. Il est particulièrement emblématique car il permet de donner accès à nos concitoyens aux problématiques et aux résultats de la recherche la plus fondamentale qui soit. En s'appuyant sur la beauté des observations de l'infiniment grand, sur l'approche expérimentale du monde de l'infiniment petit et de ses phénomènes étranges, ainsi que sur le récit des grandes découvertes de ces dernières années, couronnées par des prix Nobel, et en approchant ainsi les premiers instants de l'univers, la présentation qui est faite ici rend accessible aux profanes les sujets les plus éloignés de l'expérience quotidienne et est ainsi en première ligne de cette lutte contre l'obscurantisme que nous voulons soutenir. Et ce cheminement scientifique est constellé de développements techniques dont les applications ont vécu leur vie propre pour prendre place aujourd'hui dans la vie quotidienne. Je ne saurais terminer cette allocution sans remercier la région Auvergne-Rhône-Alpes, le conseil départemental de Haute-Savoie et la communauté d'agglomération du Grand Annecy, à parité avec les partenaires académiques du CNRS, Université Savoie-Mont-Blanc, Université Grenoble-Alpes, que je remercie également, ils ont permis par leur soutien que le projet voie le jour. Créé il y a plus de 50 ans pour sa proximité avec le CERN, le campus CNRS d'Annecy et son laboratoire de physique des particules occupent une place spécifique marquée par cette dimension transfrontalière. Il est en ce sens parfaitement intégré dans son territoire, tout en étant par ailleurs connecté à sa communauté scientifique, dont spécifiquement les sites de Grenoble et les sites majeurs de Grenoble et de Lyon. Je souhaite que cette situation perdure longtemps et puisse ainsi servir de point d'ancrage pour les projets d'élargissement des installations du CERN et de construction d'un futur collisionneur circulaire. Je vous remercie. Merci Jérôme Paré. Je vais inviter maintenant Ursula Bassler, présidente du conseil du CERN et membre de l'IN2P3 CNRS, à nous parler un peu dans le sens de ce que disait Jérôme Paré, rendre accessible aux profanes, parce qu'il y a dans cette salle, dont moi-même, beaucoup de profanes sur ces questions, autour des deux infinis depuis la naissance du CNRS. Vaste programme qu'elle va nous présenter maintenant. Et je lui donne la télécommande. Merci beaucoup. Tout d'abord, bonjour messieurs, dames. Je voudrais bien sûr aussi saluer tous les collègues et les amis du LAP et remercier Giovanni Lamanna, le directeur du labo et néanmoins ami, pour cette invitation de vous présenter aujourd'hui les deux infinis depuis la naissance du CNRS. Tout d'abord, un mot d'excuse. Je ne suis pas historienne pour un titre aussi historien et professeur Vacharin, donc j'espère que vous ne souffrez pas trop. Néanmoins, c'était un grand plaisir de préparer cette présentation. Et si vous avez besoin d'un apprenti, dites-moi, je suis prêt à la conversion professionnelle. La première question que je me suis posée, c'était les infinis en 1939. Qu'est-ce qu'on savait à cette époque-là déjà du monde des infinis ? L'infiniment petit, les particules, on avait découvert l'électron, le proton, le neutron. Il y avait déjà une première touche d'antimatière avec le positron qui était découvert. Les muons, une nouvelle génération de particules, étaient également connus. Du côté de la physique nucléaire, on connaissait la radioactivité naturelle grâce aux travaux de Henri Becquerel et Pierre et Marie Curie. Le noyau atomique qui était formé des protons et des neutrons. Qu'il y avait une interaction qui liait les protons et les neutrons dans le noyau, la fusion nucléaire et la radioactivité artificielle. Finalement, du côté de l'univers, la théorie de la relativité générale,
le Big Bang était conceptualisé par Georges Lemaître, qui était un éclastique belge. Donc, l'idée de la création était proche de sa pensée. L'expansion de l'univers était démontrée par Hubble. Et on avait déjà des soupçons qu'il devait avoir une matière qu'on ne connaissait pas, qui régnait sur la rotation des galaxies. Un petit aperçu de physiciens français à cette époque. Voici une image du colloque de Solvay, qui était le grand colloque de tous les notables de la physique à l'époque. Ça, c'est le dernier colloque en 1933, avant la création du CNRS. Et on y découvre quelques Français. Il y a Francis Perrin, Frédéric Joliot et Irène Joliot-Curie, Marie Curie et Paul Langevin, et Maurice et Louis de Broglie, également deux physiciens. Plusieurs prix Nobel étaient décernés du côté de la France. Le prix Nobel en 1903 pour la radioactivité naturelle pour Becquerel, Pierre et Marie Curie. Pour le concept de la discontinuité de la matière, et donc l'existence des atomes et des molécules pour Jean Perrin, la dualité onde-particule pour Louis de Broglie, et les prix Nobel de chimie pour le radium et le polonium, à nouveau pour Marie Curie, et la radioactivité artificielle pour Frédéric et Irène Joliot-Curie. Néanmoins, l'état de la recherche en France avait quelques difficultés. Vous voyez là-haut un extrait de la première page du Petit Journal de 1921, la grande misère de nos laboratoires. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui seront prêts à dire des choses similaires, mais bon. Marie Curie décrivait son laboratoire, ce n'est qu'une baraque de planches au sol bitumé et au toit vitré, protégée incomplètement contre la pluie, dépourvue de tout aménagement. Ça, c'était le laboratoire dans lequel elle travaillait avec Pierre Curie. Et il y avait un chimiste allemand, William Ostwald, qui a visité ce laboratoire et qui disait « Ce laboratoire tenait à la fois de l'étable et du hangar à pommes de terre. Si je n'y avais pas vu des appareils de chimie, j'aurais cru qu'on se moquait de moi. » Et il faut dire que c'était dans un contexte où l'Allemagne avait déjà fait des efforts pour soutenir la recherche. Et ce, depuis 1870, où d'ailleurs Louis Pasteur se plaignait que c'était grâce à la supériorité scientifique que l'Allemagne avait gagné la guerre. Alors, il y a les chercheurs qui se démenaient, et notamment Jean Perrin. Avec son prix Nobel, il faisait vraiment beaucoup d'efforts pour essayer de remédier à cette situation de la disparité des financements pour la recherche française. Les gouvernements furent sensibilisés et en 1936, le gouvernement Léon Blum a nommé pour la toute première fois un ministère à l'éducation, Jean Say. Il y avait une autre première dans ce gouvernement, 3 femmes, dont Irène Joliot-Curie, qui s'est dévouée pendant 3 mois, bien qu'elle préférait son laboratoire, mais juste pour défendre la cause féminine et la cause de la science. Il faut noter qu'à cette époque-là, les femmes n'avaient pas le droit de vote en France. Elle fut donc succédée par Jean Perrin, et Jean Say disait de Jean Perrin, excusez-moi, que fort de ses 65 ans, il déploya aussitôt la fougue d'un jeune homme, l'enthousiasme d'un débutant, non pour les honneurs, mais pour les moyens d'action qu'il fournissait. Jean Perrin a donc œuvré pour que finalement, en octobre 1939, le CNRS fût créé avec son premier directeur général, Henri Laugier. Ensuite, la guerre est passée par là. Le CNRS a survécu pendant la guerre. Il faut dire aussi que, contrairement à la Première Guerre mondiale, le CNRS a permis de protéger quand même des scientifiques qui n'étaient pas tous au front, parce que la Première Guerre mondiale a quand même décimé les ressortissants des écoles, des universités de 40%, une énorme perte pour la France. Et les gens dans les laboratoires ont survécu avec les moyens du bord, ou bien sûr, quelques-uns qui ont aussi émigré. D'ailleurs, je vous conseille de regarder l'épopée de l'eau lourde, qui est vraiment une histoire rocambolesque. Après la guerre, il y a Frédéric Joliot-Curie qui est nommé directeur général du CNRS. En mai 1939, peu avant la création du CNRS et sous l'égide de la Caisse nationale de la recherche scientifique, il avait déposé 3 brevets avec Hans von Halban et Luf Kowalski
concernant la production de l'énergie nucléaire et le principe de la bombe atomique. Il fut donc normal qu'après les bombes de Hiroshima et Nagasaki, quand le général de Gaulle pensait aux efforts français, qu'il fut nommé haut commissaire de ce tout nouveau centre, le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Il faut dire que Frédéric Joliot-Curie avait des convictions politiques, il était communiste, donc il n'était pas le directeur du CEA, il y avait un administrateur général, Roel Dautry, qui était ministre de reconstruction et de l'urbanisme à l'époque, et donc qui prenait l'administration de ce nouveau organisme. L'idée que Frédéric Joliot-Curie avait pour le CEA, c'était rassembler et coordonner toute la physique nucléaire, y compris dans les universités, par le CEA. Donc, en quelque sorte, jouer un rôle national pour cette discipline qui demandait quand même des moyens importants. En 1947-52, le site de Saclay a été créé avec l'installation des premiers accélérateurs. En 1950, Frédéric Joliot-Curie a été révoqué de ses fonctions, en plus de la crainte dans la guerre froide des liens avec les pays de l'Est. Il avait aussi signé l'appel de Stockholm contre l'armement nucléaire, et je pense que ça, c'était le pas en trop, même si on peut le trouver sympathique. Alors, un autre laboratoire a pointé le bout du nez à cette époque, le CERN. Et il y avait quelques acteurs français qui ont été déterminants dans cette aventure. Tout d'abord, Louis de Broglie. C'était le premier scientifique de haut niveau qui a demandé la création d'un laboratoire multinational, et ce, en 1949 déjà, à Lausanne. Ensuite, Pierre Auger, éminent physicien, qui était directeur du département des sciences exactes et naturelles à l'UNESCO, et donc avait une influence politique internationale. François de Rose, diplomate français, et Francis Perrin, nouveau haut-commissaire du CEA, eux, ils sont voyagés dans toutes les capitales européennes pour faire de la publicité à l'idée du CERN. Et là, on comprend aussi pourquoi Joliot-Curie n'était pas vraiment dans la liste du CERN à cette époque-là, puisque avec ses convictions communistes, il y a beaucoup de pays qui avaient peur qu'il joue un rôle fondamental au CERN, et donc ça aurait été un frein à la création du CERN. Finalement, il y avait aussi Roel Dautry, l'administrateur général, et Lev Kowarski, donc qu'on a vu pour le brevet, fut en fait parmi les premiers employés du CERN. Et il est devenu directeur des sciences techniques et scientifiques, et il a amené aussi le calcul comme point important dans cette physique au CERN. Après, vous connaissez l'histoire, les premiers accords gouvernementaux signés en 1951 et en 1954, la ratification de l'accord de la France et l'Allemagne comme premier pays. En 1952, le site du choix du CERN, qui n'est pas sans importance pour ce laboratoire. Avec la création du CERN, il y avait un autre mouvement très important, c'est-à-dire on est passé des rayons cosmiques aux accélérateurs. La physique nucléaire a déjà utilisé les accélérateurs auparavant, mais pour la physique dite des hautes énergies, on utilisait en fait des rayons cosmiques. Ainsi, les particules comme le positron, le muon et aussi des mésons, ne vous préoccupez pas trop de ce que c'est, ont été découvertes en fait dans des mesures de rayonnement cosmique. En France, il y avait un laboratoire emblématique pour cela, c'était le laboratoire de l'École polytechnique avec Louis Leprince-Ringuet. Et donc, dans les années 40-50, ils ont installé des appareils dans différents laboratoires dans les montagnes, au col du Midi, à l'Argentière de Bessée et au pic de Midi. D'ailleurs, une petite anecdote, à l'Argentière de la Bessée, il y avait les élèves juifs de l'École polytechnique qui ont trouvé un refuge et qui ont pu être à l'abri à cet endroit-là. Mais avec l'avènement du CERN, dès 1955, le laboratoire décide de se tourner plutôt vers les accélérateurs et de profiter donc de la très haute énergie qu'on peut y générer et de regarder donc les interactions aussi avec une nouvelle technologie, c'était les chambres à bulles. Donc ici, vous avez un cliché avec les événements tels qu'on les voyait sur des plaques photographiques dans les laboratoires des montagnes. Ici, un écran télé qui était utilisé pour monitorer ce qui se passait dans les chambres à bulles sur les accélérateurs. Frédéric Joliot-Curie, quand même, il n'était pas resté sans bouger. Et avec Irène Joliot-Curie, ils ont poussé pour accompagner la création du CERN
Vous voyez ici un extrait d'un article que Irène Joliot-Curie a publié dans Le Monde en 1954. Contribuer à créer, à faire vivre le CERN en laissant s'éteindre la recherche fondamentale française en physique nucléaire serait agir contre les intérêts de notre pays et contre ceux de la science. Un statement très fort, entendu par le gouvernement de Pierre Mendès France, qui avait fait de la recherche un de ses priorités. Et donc, des crédits étaient alloués pour acheter un cyclotron dans le laboratoire d'Irène Joliot-Curie et un accélérateur linéaire dans le laboratoire de l'École normale supérieure de Yves Rocard. Ces instruments-là ne pouvaient pas être dans les laboratoires intramuros à Paris, donc Irène Joliot-Curie a regardé pour trouver un nouveau site et a trouvé un terrain séquestré à Orsay sur lequel elle a pu construire les laboratoires. Elle est décédée avant qu'elle ait vu la fin des travaux, et donc c'est Frédéric Joliot-Curie qui est devenu un des premiers directeurs, et Hans Halban, qu'on a déjà vu il y a quelque temps pour les brevets de l'énergie atomique, qui était revenu de l'Angleterre et qui est devenu le premier directeur du laboratoire des accélérateurs linéaires, le LAL à Orsay. Ce laboratoire a été très important. En fait, tout d'abord, ils ont construit donc un accélérateur linéaire des électrons, une toute nouvelle technologie. Et vous voyez, au début des années 60, les premiers faisceaux ont été produits. Ensuite, il y avait, en 1960, un séminaire à Frascati par Bruno Tucek, où il présentait l'idée de construire un collisionneur. Non pas qu'on envoie un faisceau sur une cible, mais qu'on fait collisionner deux faisceaux pour produire des interactions et les étudier. À Frascati, ils ont tout de suite embrayé pour construire un tel bijou, le ADAA, l'Anello di Accumulazione, mais finalement, leur accélérateur linéaire n'était pas suffisamment performant pour vraiment l'exploiter. Et donc, il était amené à Orsay pour bénéficier de leur accélérateur linéaire, qui était nettement plus puissant, et produire donc les toutes premières collisions électrons-positrons à Orsay. C'était un réel exploit. Et pas plus tard qu'avant-hier, il y a un collègue qui m'a raconté comment c'était difficile d'amener cet accélérateur de l'Italie en France en passant la douane avec un grand équipement scellé qui était vide à l'intérieur, avec un vide très poussé, et que les douaniers, bien sûr, voulaient ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. À cette époque-là, Orsay est donc devenu le plus grand laboratoire, en quelque sorte, hormis le CERN, de physique des particules en Europe. Et à la suite, quand le ADA est retourné en Italie, ils ont construit l'ACO à Orsay. Vous voyez une petite image là. Et qui était utilisé plus tard comme source de lumière, le LUR, le précurseur de Soleil, en quelque sorte. Vous voyez que les moyens qui étaient nécessaires pour la physique des particules, mais pas que pour la physique des particules, devenaient de plus en plus importants dans les années 60. Et donc la question se posait, ne faut-il pas une coordination nationale afin de ne pas avoir des activités incohérentes dans les laboratoires? Et ainsi, l'idée des instituts nationaux a vu le jour. Le premier, c'était l'INAC, le prédécesseur de l'INSU, donc des sciences de l'univers, qui était organisé comme un consortium de laboratoires assez léger. Mais André Blanc-Lepierre, le nouveau directeur du LAL, avait plutôt pris l'exemple sur l'INFN, l'Institut national de physique nucléaire en Italie, afin de proposer l'INDP3, où les activités du CNRS, des universités et du CEA devaient être coordonnées ensemble et autour d'une nouvelle machine nationale. Ce projet n'a pas convergé. Vous pouvez poser des questions pourquoi. Certainement, vu l'importance du laboratoire d'Orsay, il y avait aussi des jaloux de plusieurs côtés. Et donc, ça a pris du temps. Et on a abouti finalement en 1961 à la création de l'INDP3 avec cette fois-ci Jean Théac, directeur de la physique nucléaire de Orsay, qui était chargé de créer ce nouveau institut, et le CNRS et l'université comme membres de cet institut. La machine nationale, ça a duré aussi un peu. C'était en 1985 que finalement l'INDP3 et les CEA se sont mis d'accord pour construire Ganil. Pas une machine pour la physique des particules, mais pour la physique nucléaire. Aujourd'hui, l'INDP3 a 3500 personnes, du CNRS, des universités, des chercheurs
et des IT, des ingénieurs, des techniciens, des administratifs qui travaillent tous ensemble et on espère de manière cohérente. À partir de cette époque-là, aussi des nouveaux laboratoires ont été créés. Le LPNHE de Paris en 1971 et le LAP ici en 1976. Pourquoi le LAP ? Comme il n'y avait pas de machine nationale, l'idée c'était de s'implanter fortement au CERN et de miser tout sur une machine européenne. Alors d'avoir un laboratoire à proximité du CERN était crucial afin d'avoir une proximité évidente entre les lieux. Peu après, une grande découverte a été faite par un éminent français, André Lagarrigue. En fait, André Lagarrigue venait de l'école polytechnique, est devenu directeur du LAL, et il a développé des chambres à bulles. Donc, c'est des chambres où des petites bulles sont créées quand il y a une particule qui passe, et on prend une photo, et après on réfléchit qu'est-ce qu'il y a sur la photo. Vous voyez un exemple là-bas. Son idée était de ne pas mettre de l'hydrogène dans ces chambres à bulles, mais des liquides lourds, du fréon. Et donc, il a construit avec sa clé, à l'époque, une chambre gigantesque, Gargamel, 5 mètres de haut, 12 mètres de long, 10 000 tonnes. Et il a pris ce type de cliché. Vous voyez en bas la photo quand elle est montée. Moi, ça me fait toujours penser un peu à Apollo et les astronautes quand je le vois. En juillet 1973, il y avait un séminaire au CERN par Paul Musset, un des collaborateurs, où ils ont montré la signature des courants neutres. Un événement était avec une interaction électronique que vous pouvez voir là-bas. Et c'était une formidable confirmation des théories électrofaibles qui étaient formulées par Glashow, Salam, Weinberg et qui ont d'ailleurs eu le prix Nobel en 1979 sur cette thématique. Une autre découverte importante à cette époque, c'était une particule qui s'appelait le gypsy. C'est un de ces mesons qu'on a vu dans les rayons cosmiques. Et en fait, on a vu tellement de mesons qu'il était difficile de savoir comment les classer, quelle logique il y avait entre tous ces mesons. Alors, il y avait des premiers modèles qui étaient développés dans les années 60 avec 3 quarks pour expliquer ce qu'on appelait le zoo des particules. En 1979, il y avait des expériences pour sonder les structures des protons qui ont montré que le proton était effectivement formé de ces sortes de quarks. Mais on pensait qu'il n'y en avait que 3. Alors, en 1974, une grande surprise, il existe un 4e quark qu'on appelait étrange. Bien sûr, ça a donné lieu à un prix Nobel. Mais quand vous regardez les publications originales, vous trouvez un J.J. Aubert et al. Et J.E. Augustin et al., 2 Français, 2 jeunes physiciens français en post-doc aux États-Unis. J.J. Aubert est devenu plus tard le fondateur du laboratoire de Marseille, directeur de l'INDP3, et lancé l'astronomie neutrino en France. Jean-Eudes Augustin, directeur de Lyon et de Paris, et surtout porte-parole de l'expérience Delphi un peu plus tard au LEP. Alors pour avancer, il fallait encore une rupture technologique, des nouveaux détecteurs. Et là, on trouve un autre nom, Georges Chapak, un jeune recrue au CNRS en 1948, qui a fait sa thèse avec Joliot-Curie, mais qui ne s'intéressait pas trop à la physique nucléaire, il voulait plutôt faire des détecteurs. En 1963, le CERN le recrute. On connaît ça, les meilleurs, le CERN essaie de les avoir. Bon, c'est la vie. Il continue là-bas ses travaux et développe ce qu'on appelle des chambres à multifils. C'est des chambres, en fait, qui... oui, ce n'est pas la peine de prendre des photos, mais qui génèrent des signaux électriques. Et après, on peut faire tout un traitement informatique des données derrière. À partir de ce moment-là, toutes les expériences ont eu ces chambres-là comme détecteurs. Et ça a permis de faire des nouvelles découvertes importantes. Quelle découverte ? Par exemple ici, la découverte du boson de Z. Ça, c'était la suite de la découverte de Lagarrigue. Lui, il a vu qu'il y avait un processus bizarre qu'on ne pouvait pas expliquer. Mais la question était, quelles sont les particules qui véhiculent ce processus ? Et en 1981, au CERN, on a donc on a construit un collisionneur proton-antiproton. Donc là, ce n'est pas des électrons qui entrent en réaction, mais des protons. Et vous voyez ici en bas un événement, une photo de qu'est-ce que ça donne quand il entre en collection. Et en janvier, on découvre le boson Z. En juin, le boson W. C'était le prix Nobel pour ces 2 messieurs, Carlo Rubbia et Simone van der Meer,
qui, bien sûr, était le porte-parole de l'expérience et celui qui a développé les techniques accélérateurs nécessaires afin d'arriver à cet événement. Néanmoins, celle qui a vraiment vu les premiers événements Z, vous la connaissez bien, elle vient d'Annecy. Et c'est assez incroyable l'histoire. Elle est là. Bonjour. Alors, je ne vais rien dire. Demandez-lui à la pause café. Suivi de ça est venu un énorme accélérateur au CERN, le LEP, l'accélérateur de 27 km, la même taille, le même tunnel où on trouve aujourd'hui la LHC. Et les idées autour du LEP commençaient déjà à émerger dans les années 70, bien avant la découverte des particules. C'était à nouveau une rupture technologique au CERN. Et en 1983, il y a les travaux qui débutent. D'ailleurs, vous voyez qu'à cette époque-là, un président français se déplaçait au CERN pour faire le coup de pelle et lancer les travaux. Le 14 juillet 1989, vous vous rappelez certainement, il y avait beaucoup de festivités. C'était le bicentenaire de la Révolution, mais c'était aussi le jour où le LEP a produit sa première collision. Donc, un moment assez important. Les résultats du LEP ont été fondamentaux et surtout des mesures de haute précision. Et finalement, à l'an 2000, le LEP est arrêté. Il recherchait le boson de Higgs. Il était arrivé à une énergie de 105 GeV. Aujourd'hui, on sait que c'était juste 20 GeV de pas assez pour le découvrir. Dommage, c'est ainsi la vie. D'autres découvertes importantes, la violation de CP. Qu'est-ce que c'est ? Il y a des symétries dans la nature et en principe, la matière et l'antimatière devraient avoir les mêmes propriétés, à quelques questions géométriques près. Mais en 1964, on découvre que finalement, il y a une infime différence entre la matière et l'antimatière. Quand on regarde la publication, il y a 4 auteurs. Il y en a un français, il vient de Saclay, René Turlet, qui faisait quand même partie de cette expérience qui était nobelisée plus tard. Ces premières différences étaient vues avec des maisons K. Ça restait là pendant 30 ans, 40 ans presque, jusqu'à ce que l'expérience Babar voit qu'il y a aussi des maisons B où on voit ces différences. Et là, je veux quand même honorer un autre éminent membre de ce laboratoire. Je ne sais pas s'il est là aussi, mais lui, il était dans l'équipe de Babar qui a fait ces découvertes. Aujourd'hui, c'est à LHCb qu'on fait cette physique, donc au CERN. Et cette année, il y a une indication pour une violation de cette symétrie qui était vue avec des maisons D au LHCb. Et je sais qu'il y a beaucoup ici qui travaillent aussi sur cette expérience-là. Sur le côté, vous voyez, il y a des paramètres qui peuvent être mesurés pour donner une valeur quantitative à cette violation. Et ce qui est indiqué dans la figure en haut, c'est les certitudes qu'on avait sur ces paramètres en 1995. En bas, vous voyez la même chose en 2018. Et vous pouvez apprécier les énormes progrès en précision qu'on a fait pour comprendre ce phénomène. La suite, le LHC, une autre grande découverte, la découverte du boson de Higgs, avec la participation des Français déjà en 1984, quand les premières idées du LHC ont commencé à germer à Lausanne. En 1995, 10 ans après, François Fillon approuve au ministère de la Recherche la construction du LHC et donne aussi une contribution de la France de 64 millions de francs suisses à la construction. En 1996, le LHC est finalement approuvé aussi par le Conseil du CERN et il ne faut pas sous-estimer l'importance qu'a eue cette construction pour l'industrie française. Il y avait eu plus de 60 contrats à plus d'1 million de francs suisses qui sont partis en France. Il y avait des commandes pour plus de 600 millions de francs suisses qui sont arrivés en France. Donc, une implication des entreprises françaises importante. Le CNRS a participé dans les 4 grandes expériences, Atlas, CMS, LHCb et ALICE, et bien sûr aussi à la grille de calcul. Je salue Pierre-Étienne, qui prend bien soin de ça à Lyon. Ce qui a mené à 2012 la découverte du boson de Higgs, 2013 le prix Nobel.
Et vous pouvez voir là-bas, lors du séminaire sur le boson des Higgs, un Français bien connu aussi, qui est aussi assis au premier rang. En 2017, c'est quoi la suite? La France a approuvé sa contribution pour les mises à jour des détecteurs de la nouvelle phase du LHC, la phase à haute luminosité, qui, elle, devrait durer jusqu'en 2038. Bien sûr, le LHC, ce n'est pas que les découvertes, c'est aussi tout le travail derrière. Et notamment, il faut construire tous ces appareillages. Et là, un hommage à Isabelle, ici de cette labo, pour toutes ses contributions à la construction du caloromètre, pour laquelle elle a eu aussi la médaille d'argent du CNRS. Un autre thème, les neutrinos. Les neutrinos, ces particules assez évasives qu'on a du mal à attraper, prédites en 1930 par Dirac, découvertes en 1958. Ces particules sont assez étranges et on ne comprenait pas très bien les flux et les mesures de ces particules qui sont produites dans le Soleil et qui arrivent sur Terre. Donc, il était postulé qu'il pourrait y avoir des oscillations entre les différents types de particules. Ces oscillations étaient recherchées en France et aussi le laboratoire a joué un rôle, d'abord à Grenoble, ensuite à la centrale du Bugey et finalement à la centrale du Chaux, parce que c'est auprès des réacteurs nucléaires qu'on peut aussi étudier ces particules-là. C'était finalement découverte pas en France, malheureusement, mais au Japon et au Canada. En 2008-2012, une expérience a été lancée entre le CERN, qui a produit un faisceau de neutrinos, et qui l'a envoyé jusqu'en Italie, dans un laboratoire souterrain au Grand Sasso, à 730 km, pour voir s'il y a la dernière oscillation, celle des neutrinos mu vers les neutrinos tau, qui n'était jamais observée, qui pouvait être découverte. C'est ce que cette expérience a fait avec 5 neutrinos détectés. Donc vous imaginez, ils ont pris des données pendant 4 ans pour voir 5 événements. Mais c'était signé une immense découverte. Ils étaient connus aussi pour un autre effet, c'était les neutrinos qui vont plus vite que la vitesse de la lumière. Heureusement, c'était une erreur qui a pu être corrigée, ou malheureusement, parce que ça aurait été vraiment une révolution pour la physique. Aujourd'hui, cette recherche continue avec des expériences au Japon et aux États-Unis où le lab participe également. Un mot sur les rayons cosmiques. Il y a un retour aux rayons cosmiques depuis les années 1980. Qu'on pourrait dire c'est le début de la physique des astroparticules, donc des particules qui nous viennent des astres en France, avec la construction du laboratoire souterrain de Modane, que l'UGA, l'Université de Grenoble, connaît bien aussi comme institut de tutelle. Et dans les années 90, l'astronomie gamma en sol. C'est-à-dire c'est des rayons de photons de très haute énergie qui génèrent des gerbes de particules dans l'atmosphère et qu'on détecte avec les télescopes. Ce développement n'était possible que parce qu'on arrivait finalement à des programmes informatiques de simulation qui pouvaient bien simuler ces gerbes et donc on pouvait les utiliser pour pointer vers les sources, pour identifier les différentes particules qui les créaient, et ainsi de suite. En France, il y a les premiers télescopes de ce genre qui étaient construits sur le site de Thémis, ASCAT, Thémistocle, CAT et Céleste, qui ont permis d'observer le crabe. Et à partir des années 2000, la construction des télescopes Hess en Namibie. Aujourd'hui, la construction du CTA, où un autre éminent membre de ce laboratoire a joué un rôle important, notamment dans la construction de ce grand télescope que vous pouvez voir, le premier qui vient d'être monté aux Canaries. Par ailleurs, il y a d'autres types de particules qu'on observe, les neutrinos, les ultra-hautes énergies, etc. Le laboratoire a joué aussi un rôle dans l'expérience AMS. Qu'est-ce que c'est ? Là, on va au cosmos, on va dans l'espace, un détecteur de physique particules qui se trouve à la station internationale de l'espace et qui mesure les flux des particules. Ce que vous voyez voir là-bas, c'est en vert les particules auxquelles on s'attend et en rose ceux qu'on n'arrive pas à expliquer au moment. Donc, c'est une des grandes nouvelles de cet été et on va essayer de comprendre mieux d'où est-ce que cet effet vient. Sylvie Lez-Rosier de ce labo a joué un grand rôle pour amener cette expérience ici au laboratoire et même pour la participation française. C'était commode pour quelqu'un d'Annecy parce que la salle de contrôle, elle se trouve où ? Au CERN.
Cosmologie, un dernier volet qui est dans nos infinis, l'infiniment grand. À partir des années 2000, il y a l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle standard de la cosmologie. Pour cela, on a fait plusieurs observations du cosmos, le fond diffus cosmologique que vous voyez là en bas. On a fait des diagrammes de Hubble à partir des supernovas d'un type très précis, des relevés galactiques pour détecter des signes et aussi des formations des galaxies, le cisaillement gravitationnel, qui font qu'aujourd'hui, on a une image très précise de ce que c'est le cosmos, ce que c'est le contenu de l'univers. On sait que 5% sont la matière qu'on connaît, on sait que 25% c'est la matière qu'on ne connaît pas, et 70% c'est l'énergie qu'on ne connaît pas non plus. Comme quoi, donner du pain sur la planche des physiciens. Dans la publication qui montrait cette énergie noire, qui a donné lieu à un prix Nobel, on voit à nouveau un petit nom français, et je pense que ceux de l'INP3 le connaissent bien, notre cher directeur. La dernière grande découverte dont je veux parler, c'est bien sûr les ondes gravitationnelles, qui ont fait parler d'eux en 2016 avec leur découverte et en 2017 avec le prix Nobel. Le premier prix Nobel qui était donné aux ondes gravitationnelles date déjà de 1993, année dans laquelle j'ai soutenu ma thèse, et qui étaient des signes indirects des ondes gravitationnelles. Ensuite, le LAP aussi a joué un grand rôle pour la participation française à Virgo. Et vous voyez ici le responsable Benoît Mours de Virgo France et Frédéric Marion, qui a aussi eu la médaille d'argent du CNRS pour sa participation à cette découverte. Où est-ce qu'on va maintenant? Actuellement, on discute la stratégie pour la physique des particules en Europe. C'est la 3e fois qu'on fait cet exercice. Et les travaux pour établir une stratégie ont été lancés à l'automne dernier. L'approbation est prévue en mars 2020 et pour l'instant, on est encore dans une phase où ça discute beaucoup. Au CERN, il y a 2 grands projets qui sont en discussion, un accélérateur linéaire, le CLIC que vous voyez là, et un grand accélérateur circulaire de 100 km de diamètre que vous voyez ici, qui n'est pas très loin d'Annecy. Et donc on peut se demander si une de ces grandes expériences ne pourrait pas être très proche de ce labo, dans quel cas ça sera très pratique pour les chercheurs d'ici. Mais bon, les scénarios qu'on discute pour cette stratégie sont bien plus multiples encore. Il y a des projets d'accélérateurs au Japon, il y a des projets d'accélérateurs en Chine qui sont très similaires à ce grand accélérateur en France. Et au CERN, on peut bien sûr aussi combiner tous les différents projets de différentes manières. Alors, il y a encore suffisamment de matière pour tous les 23 États membres du CERN à essayer de se mettre d'accord sur une vision commune. Quelles sont les questions ouvertes auxquelles on aimerait bien répondre? Pourquoi la matière existe? Il y a une infime différence entre matière et antimatière, mais elle est 10 puissance 10 fois trop petit pour expliquer pourquoi il y a de la matière dans l'univers. Comment le début de l'univers a eu lieu? L'inflation, cette époque où l'univers expande très rapidement. On sait que ça devrait être une particule scalaire. La seule particule scalaire qu'on connaît, c'est le boson de Higgs. Et avec lui, cette inflation sera 10 puissance 118 fois trop rapide. Qu'est-ce que c'est la matière noire? Aucune particule n'a pu être trouvée pour l'expliquer. Pourquoi l'expansion de l'univers s'accélère? Aucune explication. Qu'est-ce que ça pourrait être, cette énergie noire? Et quelles sont les lois de la gravitation à l'échelle quantique? Parce que le Big Bang, avec tout qui est très proche, généralement, ça ne suit pas les lois classiques. Et la relativité générale, c'est une théorie classique. Alors, j'aimerais terminer avec ces mots d'un autre grand pionnier des 2 infinis, Hubert Curien, qui était DG du CNRS, président du CNES, président de l'ESA, mais aussi président du conseil du CERN, qui connaissait bien les deux spectres. Et ministre. Ministre, bon, ça c'est autre chose. Et qui disait « Je voudrais revenir sur Terre un instant, dans 1000 ans, juste le temps de voir
ce que 30 générations de savants auront pu découvrir et entendre, ce que les hommes de science seront alors en humeur de dire. Merci beaucoup. Merci Ursula Bassler. Vous avez fait un panorama très, très complet qui montre, et ça va permettre à Giovanni Lamanna de prendre la suite autour de la science ouverte et de l'interaction avec la société. Le rôle qu'ont eu des femmes et des hommes, je pense au Joliot-Curie à Perrin, à l'époque, dans la société, pour peser sur la société française, sur la politique. Et puis, vous avez terminé sur des questions ouvertes, sur le doute scientifique, qui est toujours compliqué à synchroniser avec le temps court de la politique, de la décision et des attentes de la société. Et vous avez vu avec ce panorama la série de ruptures et d'inattendus, tout compte fait, qui est consubstantielle à la science. Donc Giovanni Lamanna, le directeur du lab, que je ne présente plus, va revenir maintenant dans une conférence sur science ouverte entre innovation et engagement vers la société, qui n'est plus tout à fait dans les mêmes conditions de misère des laboratoires. Bon, il pleut plus trop dans les laboratoires, à ma connaissance, ça peut arriver, mais quand même, il y a eu d'après la CNRS, il y a encore quelques cas. Mais bon, disons que ce ne sont plus des hangars. Hein. Voilà, c'est une vision optimiste des choses. Giovanni, à vous. Messieurs les préfets de la Haute-Savoie, Madame la députée d'Annecy, Madame et Messieurs les vice-présidents du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, Messieurs les présidents du département des Haute-Savoie, Messieurs les présidents du Grand Annecy, Messieurs les présidents maires de la commune déléguée d'Annecy-les-Vieux, Mesdames et Messieurs maires des communes déléguées, Mesdames et Messieurs les élus de nos collectivités, Messieurs les représentants de la diplomatie française à Genève, Messieurs les délégués régionaux du ministère de la Recherche et de l'Innovation, Messieurs les délégués régionaux du CNRS, Messieurs les directeurs adjoints de l'INDP3, Messieurs les présidents de l'Université Savoie-Mont-Blanc, Madame la présidente de la commune UGA, Université Grenoble-Alpes, Messieurs les vice-présidents de l'Université Grenoble-Alpes, Madame la présidente du conseil du CERN, Messieurs les directeurs des accélérateurs de la technologie du CERN, Mesdames et Messieurs, les directeurs d'unité, chercheurs, chers collègues. Tout d'abord, je vous adresse, peut-être je dois avoir la manette. D'abord, je vous adresse mes remerciements les plus sincères. L'honneur de vous avoir ici dans notre auditorium est grand, ainsi que la satisfaction que nous ressentons de pouvoir célébrer avec vous tous et plus largement avec les publics les 80e anniversaire du CNRS et son excellence internationale, bien évidemment, dans les domaines des recherches de notre laboratoire, dont nous avons eu un séminaire historique de la part d'Ursula Bassler. L'événement d'aujourd'hui, l'inauguration de notre espace découverte et utopie, est également l'occasion pour moi de vous parler du programme de recherche du LAP, très brièvement. Beaucoup a été déjà dit, ainsi que d'affirmer ses missions annexes, mais pas pour cela, moins importantes, pour la science ouverte, pour l'engagement dans notre territoire, deux domaines, vous verrez, dans lesquels nous vivons ces derniers temps une véritable évolution, voire une révolution, et non seulement parce que ces deux enjeux, la science ouverte et l'engagement dans notre territoire, dans notre société, sont des enjeux vitaux pour l'avenir de la recherche, mais parce que la science et l'enseignement des méthodes expérimentales sont clés pour faire avancer, renforcer et prospérer notre société. Qu'est-ce que je vais ajouter par rapport à ce qui a déjà été dit concernant les labs? C'est au sein des collaborations internationales très grandes, regroupant des milliers de chercheurs, que les laboratoires poursuivent des programmes expérimentaux, on l'a mentionné, au grand accélérateur du CERN, ainsi que avec les télescopes ou les instrumentations pour observer les cosmos, les divers signaux, les divers messagers du cosmos, et notamment les ondes gravitationnelles. Les recherches conduites, vous l'avez vu, participent, sont associées à des découvertes majeures et qui ont été récompensées, on est fiers de cela, par des prix Nobel de physique, les bosons de Higgs en 2013, les ondes gravitationnelles en 2017, pour mentionner les plus récents. Nous participons à des projets d'envergure
qui sont inscrits en tant que priorité des classes mondiales dans les feuilles de route nationales, aussi bien qu'européennes et internationales. Dans la physique aux accélérateurs du CERN, nous avons des contributions très importantes dans les deux expériences ATLAS et LHCb, au collisionneur hadronique LHC du CERN. Nous avons travaillé pendant des années à la préparation du post-LHC avec les projets CLIC de l'accélérateur linéaire, et plus récemment, désormais, on participe à ce défi de préparation, de conception du futur collisionneur circulaire. J'ajoute quelques détails. On passe des 27 km de circonférence du LHC à 90 km, un tunnel de 90 km. À travers ces photos, vous pourrez déjà imaginer qu'effectivement, 80% de l'infrastructure CERN pour ces futurs collisionneurs sera hébergée en territoire français dans le département de la Haute-Savoie. Et en plus, les expériences, comme d'habitude dans les accélérateurs, sont au moins deux aux antipodes. Une restera très probablement au niveau du Genevois et l'autre sera aux antipodes, ou serait aux antipodes, et donc très proche d'ici à quelques minutes des voitures. Vous comprendrez déjà l'argument, les ambitions, les sujets qui nous concernent. Mais nous travaillons aussi dans des expériences futures, des priorités mondiales aussi aux accélérateurs qui sont un programme aux États-Unis. Et puis, on l'a évoqué, avec notre participation, nous sommes les pionnières. L'AP est pionnière et aussi a un rôle leader international dans la participation au projet de l'interféromètre Virgo franco-italien à Pise pour la détection, pour l'astronomie d'ondes gravitationnelles, et puis l'observation du cosmos, les rayons gamma, des télescopes en Namibie, aux îles Canaries, au Chili, et puis sur la Station spatiale internationale. Donc vous voyez des infrastructures de recherche qui sont des tailles importantes et qui sont distribuées sur la planète. Pas beaucoup d'infrastructures à vous montrer dans nos ateliers, parce que c'est ça notre objectif, concevoir, construire, déployer, opérer, exploiter ailleurs, dans les sites expérimentaux. Néanmoins, nos activités, nos réalisations techniques, nos métiers nécessitent d'être mieux affichés, racontés et présentés. Et c'est en effet en 2016 que nous l'avons compris, à l'occasion du 40e anniversaire de notre laboratoire, avec environ 2500 visiteurs qui ont participé aux animations proposées. Nous avons compris qu'il y a une demande des plus jeunes, des dialogues étroits avec les chercheurs, des découvertes des métiers, de la recherche, d'opportunités de formation et de partage de la reconnaissance remontée de la société, des familles, jusqu'à nous directement. À ceci s'ajoute une sensibilité spécifique que je souligne, de nos élus locaux, de notre université, qui ont souhaité saisir et accompagner les LAP dans des rencontres, des échanges ponctuels avec des instances économiques et sociales, des fondations et associations d'industrie autour des sujets d'innovation. Et Utopia. L'espace découverte Utopia est un projet financé par les 3 collectivités locales, l'agglomération du Grand Nancy, le département de la Haute-Savoie, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que par l'IDEX de l'Université Grenoble-Alpes, les LABEX Enigmas dont le LAP est porteur, et les tutelles du laboratoire, les CNRS, et NDP3 et l'Université Savoie-Mont-Blanc. C'est un projet que l'on peut définir des modestes, oui, des modestes, mais je suis persuadé que nous serons en mesure de vous montrer que son impact sera largement plus important que l'investissement demandé pour sa réalisation. Et Utopia s'inscrit dans une longue tradition de partenariat, c'est la raison pour laquelle je suis bien heureux de vous voir tous ici, tradition de partenariat entre les LAP et les collectivités territoriales, au service de l'innovation et de la culture scientifique régionale. Et Utopia donc est la réponse du LAP à l'évolution de notre environnement social, culturel et d'éducation. Notre projet s'inscrit pleinement dans les actions qui relèvent de la politique des sciences ouvertes, en assurant une mission de médiation avec la société civile, les décideurs politiques et les industries, politiques prônées par les orientations les plus récentes de la présidence du CNRS, des universités et notamment du ministère, à travers aussi bien les initiatives PIA, l'ABEX, IDEX. L'espace des rencontres Utopia
que nous allons inaugurer ou que nous inaugurons aujourd'hui est l'un des éléments de ces projets, d'un projet plus large que nous avons présenté à nos partenaires. Il se compose de l'espace découverte pour rencontrer les chercheurs et les ingénieurs, un parcours de visite qui comprend également la visite du data center MAST et aussi une salle de contrôle à distance pour avoir un contrôle remote de nos expériences et de nos équipements. Et tout cela assorti aussi avec des démarches de formation, donc des plateformes de formation par la recherche qui sont ajustables en fonction du niveau de nos visiteurs et qui peuvent arriver aussi aux formations postdoctorales. Les objectifs sont valoriser les recherches et la réalisation de laboratoires, faire découvrir les questionnements fondamentaux ainsi que les métiers de la recherche, susciter des vocations scientifiques, stimuler, former les élèves, les étudiants, leurs professeurs, stimuler pour débattre, apprendre, innover dans les domaines du support à la formation pour la recherche. Pendant les parcours, la carrière, les parcours de formation et post-formation. Nous avons parlé donc, nous souhaitons parler, je souhaite vous parler des sciences ouvertes, des engagements sociétals. La recherche fondamentale, et je dirais plus précisément les projets des grandes infrastructures de recherche en physique, sont très complexes, coûteux, mais attention, ils ne sont pas un luxe. Ils sont essentiels, ils le sont historiquement, vous l'avez vu, ils sont essentiels, ils resteront essentiels pour la société, et selon deux classes de valeurs. Et c'est là que je souhaite vous parler. La première classe, on peut l'appeler la classe des valeurs des marchés. Les gouvernements soutiennent et financent les grands projets expérimentaux de recherche fondamentale. Et la raison la plus importante et immédiate, que cela, même si cela n'est pas vraiment à court terme, et souvent de manière inattendue, et que ces recherches produisent de l'emploi, de l'innovation, des start-up au spin-off, et donc de la richesse. Ces valeurs sont plus faciles à rappeler lorsque les chercheurs sont invités à expliquer les applications, les retombées de la recherche fondamentale, et donc répondre à la recherche fondamentale, à quoi cela sert-elle? Les plus orthodoxes, ces chercheurs orthodoxes sont intransigeants aussi, ils ne souhaitent pas avoir cette question, mais cette question est posée. Rappelons que la physique, donc, répondons donc à cette question, rappelons que la physique quantique est à la base de la réalisation du transistor, des applications des semi-conducteurs, et donc de la révolution technologique qui nous permet d'avoir des ordinateurs toujours plus puissants et des smartphones les plus puissants et aussi les plus en plus chers. La recherche nucléaire a révolutionné les techniques de diagnostic médical et des soins. Pour ne pas citer, comme vous le savez tous, les potentiels d'innovation du CERN, je fais référence de manière complémentaire. Je vais parler un peu de l'infiniment grand. Je fais référence de manière complémentaire, donc, notamment aux ondes gravitationnelles. Les méthodes des mesures sophistiquées mises au point pour la détection de ces ondes gravitationnelles ont notamment impulsé récemment la création des start-up dans les systèmes de supervision des tremblements de terre, dans les traitements avancés des cellules souches, et en plus, les nouvelles générations de détecteurs des ondes gravitationnelles sur lesquelles nous allons aussi nous investir pour les prochaines décennies imposent notamment aux équipements des exigences techniques extrêmes qui n'existent pas sur les marchés et qui doivent être développés spécialement pour cette application. À titre d'exemple, les développements dans les domaines de la mesure d'atténuation des vibrations ont du potentiel aussi dans les nanotechnologies, dans la médecine et dans la défense. Et après, il y a une autre classe de valeurs, aussi importante que la première. Je vais la définir, la classe des valeurs normatives et sociales. La participation au projet des big science, des grandes infrastructures de recherche en physique, dans les contextes internationaux les plus larges dans lesquels ils sont conçus, réalisés, exploités, finalisés, offre une occasion unique de formation à des valeurs sociétales multiculturelles, d'organisation sur le modèle du best effort de chaque institut, de chaque pays, et pour un retour à des résultats scientifiques qui est équitablement partagé, pour finir, entre tous les partenaires, du problem solving, des créations des valeurs normatives qui sont plus largement clés. On a parlé historiquement de l'importance de s'organiser dans la recherche nucléaire pour la paix plutôt que pour l'exclusion pour les armements.
mais deviennent clés pour l'héritage culturel d'une société, pour la paix, pour l'ouverture, la démocratie et la santé, et la défense des fragilités de notre planète ainsi que notre humanité, très d'actualité ces derniers temps. À cet instant de mon discours, j'aime vous rappeler, à titre d'exemple, qu'en 2019, nous célébrons aussi le 30e anniversaire du web, Internet. L'invention au CERN du web pour partager des informations entre les chercheurs fut dictée par la nécessité constante d'explorer des solutions informatiques innovantes pour répondre aux défis des traitements des grandes masses de données, avec comme besoin sous-jacent la nécessité du partage, de partager les défis de recherche, d'interopérer ces données, de communiquer, de travailler ensemble et de s'affranchir de toutes sortes de barrières. Le web, cela a changé totalement la manière de communiquer dans notre vie. Vous me rappellerez, oui, mais c'est aussi un exemple emblématique de la retombée en termes d'innovation, des valeurs des marchés qu'on a évoquées. Je souligne le fait que nous avons et nous continuons d'avoir les défis de devoir répondre à la gestion des grandes masses de données. La valeur sous-jacente est toujours une valeur de briser les obstacles, fédérer les efforts, partager ces données, partager la recherche et les résultats de la science. L'autorité dont jouit un scientifique dans la société est importante et sa sacralité doit être préservée pour lui confier un rôle encore plus évident dans la société et dans son évolution. Avec nos grands projets internationaux et sans jamais perdre de vue notre première mission qui reste la recherche sur les constituants fondamentaux de la matière et sur les lois de l'univers, nous sommes ainsi appelés à jouer un rôle dans celui qui aujourd'hui est appelé de manière large comme définition diplomatie scientifique ou engagement sociétal des scientifiques ou des chercheurs pour supporter ensemble les deux classes de valeurs. Ensemble, les deux classes de valeurs, valeurs des marchés, valeurs normatives. Ceci concentre l'attention de la présidence du CNRS et l'ELAP participe pleinement à cette démarche avec sa politique scientifique de soutien au dialogue avec les publics, et Utopie et cette journée les témoignent, avec ses recherches, enfin, des projets collaboratifs d'ampleur dans le cadre des programmes de l'Union européenne. Quels sont donc les piliers de l'engagement sociétal des scientifiques et des chercheurs? Avant tout, la communication scientifique. Et là, je souligne, n'est pas simplement un moyen de partager des connaissances. Il s'agit également d'éduquer de nouvelles générations à la démarche scientifique, d'attirer les jeunes vers les carrières scientifiques, mais également, il s'avère aussi, de les former à des nouveaux profils professionnels très demandés qui émergent rapidement dans un contexte de forte compétitivité internationale de la connaissance. Et puis, la science ouverte. La science ouverte par le biais de l'ouverture des données scientifiques est une des priorités de l'Union européenne et de notre pays, les Digital Portfolio. Et leur interopérabilité, l'interopérabilité des données participe à faire levier encore une fois sur les valeurs sociales. Notamment, je mentionne aussi les projets H2020 de la Commission européenne Escape dont l'ELAP est porteur, un projet qui associe une trentaine de partenaires internationaux dont les CERN. Et ces projets visent la mise en œuvre d'un projet prioritaire, un plan prioritaire politique des pays de l'Union, qui est la réalisation du Cloud européen des sciences ouvertes, EOSC, pour nos disciplines. Je suis honoré d'avoir la responsabilité pour la communauté scientifique de l'astronomie et de la physique des particules pour cette démarche, mais je l'évoque aussi parce que cela vise à créer un espace virtuel de gestion et des partages et ouverture des données de recherche et d'innovation numérique pour les scientifiques, un nouveau point de vue des scientifiques, quelle que soit la discipline, et pour la société. Dans ces cadres, dans les cadres d'Escape, notamment le développement numérique des solutions pour la combinaison des données, c'est fait par le biais des plateformes de travail globales et collaboratives, visant donc à appuyer fortement par les pays membres de l'Union à ces valeurs sociales et normatives d'ouverture dont nous avons parlé. Cette action vise également les valeurs des marchés, notamment en participant à la formation de nouveaux profils professionnels dans les numériques. À titre d'exemple, le développement des méthodes d'intelligence artificielle combinées à l'électronique embarquée ou l'électronique beaucoup plus proche des détecteurs, appliquée à la classification rapide des données produites à très haut débit
dans nos détecteurs ou dans nos télescopes peuvent potentiellement intéresser les petites et moyennes entreprises qui sont impliquées aujourd'hui dans le développement d'algorithmes et des infrastructures et des solutions électroniques pour l'optimisation et notamment de la conduite autonome des véhicules. Ou voir l'optimisation des processus des productions industrielles quand on a affaire avec toute une série de senseurs ou d'informations qui créent cette grande bande passante, grand débit de données et la nécessité d'être rapide dans la réaction. L'autre pilier, alors, au sein de l'autre pilier, l'autre démarche est la science citoyenne. La participation des citoyens est vitale également car nous sommes invités à rendre des comptes aux décideurs, mais aussi aux contribuables. Et ça, c'est la racine fondamentale de toutes les actions d'Open Science qui sont organisées au niveau du ministère et au niveau de l'Union européenne. Une autre démarche, donc, je disais, dont l'ampleur est en croissance continue, est la citizen science, la science citoyenne. On associe directement et véritablement les publics à la science et au processus de découverte scientifique par les biais d'expériences scientifiques pour lesquelles ils deviennent acteurs. Ça marche sous le web, dans Internet. Exactement comme on explique un algorithme d'intelligence artificielle pour la reconnaissance visuelle grâce à l'exemple simple de la recherche de l'image d'un chihuahua parmi les images des muffins, les citoyens sont désormais initiés avec cette plateforme à la compréhension des enjeux de la physique, des analyses des données, des outils d'apprentissage automatique par leur participation directe à la découverte scientifique par la classification volontaire. Ils sont invités à participer, ils peuvent participer à la classification et donc à la découverte scientifique. Et notamment, les exemples sont la classification ici, dans l'expérience Atlas, de la trace du boson de Higgs parmi d'autres particules, ou voir la classification de la nature du rayon cosmique, donc la particule provenant de la galaxie, à travers les télescopes des CTA. Je vous garantis, c'est un véritable succès auprès du public, et un engagement croissant de tous les domaines de recherche, aussi dans les nôtres, comme vous avez vu. Je garde encore un peu votre attention pour vous parler du deuxième pilier, qui me permettra d'évoquer des choses et des informations qui ont été déjà mentionnées par Ursula. La maximisation de l'impact d'une grande infrastructure de recherche, c'est l'autre action fondamentale. Et si un impact majeur est censé être les transferts de technologies, nous devons les construire en impliquant les partenaires de l'industrie dans les principaux programmes de R&D. Il peut s'avérer que depuis la phase de démarrage, des conceptions, des designs de nos projets, il y a une composante des possibilités de partenariat, de travail ensemble qui pourrait concerner l'industrie et donc les politiques d'innovation. Les projets futurs, les projets du CERN sont nombreux dans ce sens. La liste est importante. Je souhaite à cette occasion revenir encore une fois de manière complémentaire, mais aussi vous raconter quelque chose de plus récent. Avec l'exemple, je vais mentionner un exemple concret qu'on a vécu récemment, avec les projets CTA et la construction de ces grands télescopes de 30 mètres aux îles Canaries, une prouesse, un exemple remarquable d'excellence scientifique et technique du LAP et plus largement du CNRS. Les CNRS a récompensé récemment cet effort, et il y a quelques semaines, avec les Cristal Collective 2019 du CNRS, pour les équipes techniques du LAP qui est multidisciplinaire, qui ont reconstruit ces télescopes. Ces télescopes est le résultat de la coopération dans toutes les premières phases de conception entre les LAP et notamment une petite et moyenne entreprise française, l'Orima, leader dans la construction en matériaux composites des mâts de bateaux de course, comme pour la Vendée Globe, et qui jamais auparavant n'avait travaillé dans la recherche scientifique. Une autre démarche fondamentale est le développement des sites de laboratoire, en tant que campus scientifique et d'innovation accessibles aux entreprises et aux différentes sphères socio-économiques du territoire et de l'État. Ceci permettrait également d'intégrer des profils professionnels et porter des actions diverses, bien sûr axées toujours autour des projets expérimentaux de recherche, mais plus auxiliaires, et qui se révéleraient indispensables pour la préparation de nouvelles générations d'infrastructures à Big Science. C'est le cas, par exemple, de la prospective FCC
et surtout quand un pays comme la France est potentiellement proposé pour héberger cette grande infrastructure de recherche. La planification de la maximisation de l'impact de la Big Science est fondamentale pour toute nouvelle génération d'infrastructures. Pilotée par les CERN, en collaboration avec les CERN et d'autres partenaires internationaux, nous préparons ces jours-ci une proposition qui sera adressée bientôt à la Commission européenne pour les études préliminaires. Nous avons vu qu'il y a un parcours scientifique de gestation des décisions sur le futur post-LHC, mais ça, c'est une étude proposée pour la préparation des FCC et la prise en compte de ces défis majeurs, qu'ils soient techniques ou structurels. Ceci demandera également pour notre territoire une approche cohérente entre l'État et la région. Et dans cette vision du FCC en Haute-Savoie, il est proposé dans notre démarche, point numéro 1, un travail d'évaluation de l'impact socio-économique dans notre région, plus particulièrement pour identifier en amont les pistes d'innovation. Je ne dois pas vous rappeler que les développements des faisceaux des particules ont traditionnellement et auront toujours un impact essentiel dans les chaînes de développement des nouveaux produits chimiques, des produits pharmaceutiques, des nouveaux matériaux d'électronique et d'autres performances. Le deuxième point que nous souhaitons étudier ensemble, et les programmes viseraient aussi l'organisation d'un processus de démocratie participative engageant les publics dans les projets FCC, poursuivant aussi une éco-conception compatible avec les territoires pour accroître la richesse ainsi que soutenir la durabilité des ressources du territoire. Permettez-moi de vous donner un exemple sur ceci qui fait appel à celle que j'ai appelée évolution ou révolution de l'ouverture de la société. L'espace, l'Agence spatiale européenne, pour la première fois, tout récemment, a ouvert, comme pour tradition, l'appel scientifique à proposition pour les nouveaux projets spatiaux pour la science à l'horizon 2050. Pour la première fois, cet appel à proposition était publiquement ouvert. Aussi, les citoyens sont invités. Et ça, c'est un exemple de la démarche aussi que les institutions, qu'elles soient nationales ou internationales, ont pour ouvrir les débats scientifiques et la participation des citoyens dans la démarche, dans la réalisation et dans la planification de l'impact de l'infrastructure. Cette approche et les synergies issues de cette démarche de développement territorial pour l'hébergement du FCC incluraient, et ça c'est une troisième piste d'étude dans les années à venir, il faudra l'étudier, l'explorer, un pôle de haute technologie, d'innovation, d'éducation dans la région d'Annecy. J'ai fait un choix privilégié par les biais du LAP, sûrement, qui se développerait selon les diverses phases du projet, sa préparation, les travaux d'escavage, de construction, des contrôles, le suivi des opérations, l'exploitation de l'infrastructure et la production scientifique. De manière plus générale, c'était qu'un exemple, je pense, pertinent, même s'il me donne la possibilité de manifester des ambitions, mais plus généralement, une transformation des laboratoires nationaux et régionaux, inspiré en partie par les modèles CERN, est envisageable pour relever tous ces nouveaux défis vers un nouveau modèle des campus mixtes des sciences et innovations. Vous l'avez compris, ceci est ma vision pour les LAP, notre territoire, pour les décennies et les années à venir autour du projet FCC, mais pas seulement. Voilà expliqué, j'espère, l'essence de l'engagement sociétal et de la science et des scientifiques que nous souhaitons célébrer aujourd'hui. Je pense, Jean-Michel, que lors de la table ronde, nous aurons l'occasion d'écouter d'autres avis. Je vous demande encore 2 minutes avant de terminer pour des remerciements qui sont pour moi très, très importants. Je souhaite terminer avec, tout d'abord, en remerciant Mme Vidal et les membres du cabinet de son ministère pour leur disponibilité. Je souhaite aussi tous ceux qui nous ont accompagnés, et notamment aussi Madame la députée Véronique Riotton, de même que les cabinets de la présidence du CNRS. Les aléas de l'évolution de leur agenda ont empêché la ministre Vidal et les messieurs les présidents du CNRS d'être parmi nous, respectivement à impliquer une dans la discussion, comme vous avez eu dans les médias, autour de la loi bioéthique, le projet de loi bioéthique, et puis, comme Jérôme nous racontait, malheureusement, c'était la date importante des discussions des CPR. Un mot de remerciement, en tout cas, Madame la ministre nous a adressé une allocation en vidéo qui nous honore énormément. Un mot de remerciement à nos tutelles, notre Institut national INDP3,
l'USMB et également la commu UGA. Je salue Lise Dumassy, Madame la Présidente de la commu, Éric Saint-Amand, Vice-président Recherche UGA, qui par le biais du programme IDEX a inscrit Utopia dans son programme Rayonnement social et culturel. Puis j'adresse nos remerciements à nos collectivités territoriales. Pour commencer, l'agglomération du Grand Annecy, Messieurs les Présidents, bonjour, Jean-Luc Rigaud, ainsi que les vice-présidents Bernard Accoyer, ont conduit les soutiens à notre projet. C'est avec eux qu'on a discuté et notre projet de rayonnement dans l'ensemble. Et les premiers moments, on a présenté notre vision plus large et participative pour Annecy, pour l'agglomération. Je mentionne ici que nous avons assuré la participation du LAP au débat de l'année passée, qui ont abouti au document d'ambition et objectifs pour Annecy à l'horizon 2050. Monsieur Rigaud, je mentionne objectif numéro 87, accueillir des antennes des grands organismes et instituts européens des centres de recherche. Objectif numéro 88, accueillir des grands événements internationaux d'excellence en lien avec la recherche. Ces objectifs inscrits dans les documents de l'agglomération sont l'empreinte du LAP ainsi que la confirmation d'une convergence, c'est issu d'un débat, de notre population autour des sujets que j'évoquais lors de mon allocution et que j'avais présenté lors de ces débats. Bien évidemment, je pense que ces deux objectifs devraient être numéro 1 et numéro 2, et j'aime penser qu'ils sont numéro 87 et 88 parce que vous avez appliqué l'ordre alphabétique. Les départements de la Haute-Savoie est notre partenaire historique. Je remercie Monsieur le Président Monteil. Il sait très bien qu'il ne s'agit pas simplement des soutiens ou d'aide publique, mais dans un véritable esprit d'équipe que historiquement la présidente du département et les diverses directions de ces laboratoires ont nourri avec attention et succès. Votre soutien est toujours clé pour la RD accélérateur des coopérations entre les CERN et les LAP. Et vous voyez qu'avec l'FCC, ça sera encore plus d'actualité si ce projet sera défini comme la priorité pour notre communauté. La loi NOTRe a transféré les barycentres des compétences en matière de recherche du département vers les conseils régionaux depuis 2016. Et je suis heureux d'affirmer que les mêmes esprits d'équipe, les mêmes niveaux de dialogue constructifs que nous avons eus avec les départements ont été hérités par la région, par les conseils régionaux. Et je fais référence ici à l'attention de messieurs les vice-présidents Yannick Noder vers les LAP, complété également par les dialogues nourris avec Madame la vice-présidente Annabelle André-Laurent. Je les remercie. Et je rappelle, pour contextualiser les remerciements, je rappelle nos contributions en 2016 à la finalisation du schéma SRSRI, les discussions en cours sur les leviers à donner pour que nos projets achevant dans le numérique pour la recherche avec la plateforme Data Center MAST puissent être également orientés au service de l'économie régionale et enfin les occasions d'échanges avec les secteurs R&D des entreprises de notre territoire. Nous saluons également l'attention aussi de messieurs les présidents du conseil régional, l'attention qu'ils portent à l'impact d'une future installation du CERN dans notre territoire régional dont j'ai eu connaissance. Je vous remercie pour votre attention.